Bonjour à tous, vous écoutez Votre Santé, Votre Avenir, le magazine Santé de VOA Afrique. À ce micro, je suis Rosine Mounezero et Mamadou Oumfa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mamadou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Cette semaine, nous parlons de la pneumonie, une maladie responsable d'environ 15% des décès chez les enfants de 0 à 5 ans. Dans notre pays, la pneumonie frappe chaque année environ 4,5 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans. Si nous prenons seulement cette tranche d'âge qui est la plus vulnérable. Quels sont les facteurs qui favorisent la contamination de ces enfants? Nous avons posé la question à un spécialiste. Si nous avons un environnement où vous avez par exemple des parents qui sont fumeurs, un environnement clos avec de la poussière, les fumées provenant des charbons de bois, cet enfant qui inhale ces fumées peut développer soit une pneumonie. Pourquoi la pneumonie tue-t-elle de nombreux enfants? Comment protéger son enfant contre cette maladie? Les réponses, c'est dans la suite de ce programme, mais pour commencer, voici l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Et pour l'actualité santé, nous recevons Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Mamadou. Parlons d'abord de la rougeole. Les cas de contamination et de décès dus à cette maladie ont augmenté au niveau mondial entre 2016 et 2017 selon l'OMS. Effectivement, Mamadou, il y a eu une augmentation des cas. Au niveau mondial, plus de 173 000 cas ont été notifiés en 2017 contre environ 132 000 en 2016. Il y a également une hausse pour ce qui est des décès, avec environ 110 000 morts en 2017 contre 89 000 en 2016. Selon le rapport, cette hausse des cas est due à des lacunes de la couverture vaccinale qui plafonnent à 85%, alors qu'une couverture de 95% est nécessaire pour prévenir les flambées. Pour l'Alliance du vaccin Gavi, cette augmentation des cas est le fait de plusieurs phénomènes. Un relâchement de la vigilance à l'égard de la maladie qui est, il faut le reconnaître, en net recul. Il y a aussi la diffusion de fausses informations sur le vaccin et d'autres facteurs comme la fragilité du système de santé de certains pays. Parlons précisément de la vaccination contre la rougeole. Comment ça se passe, Firmin? Quand et qui doit se vacciner? Tout le monde peut être vacciné, mais le vaccin est vivement recommandé dès l'enfance parce que les enfants ont un système immunitaire fragile. Les enfants doivent être vaccinés après 6 mois parce qu'à ce moment, ils cessent d'être protégés par les anticorps transmis par leur maman et développent leurs propres anticorps. À ce moment, ils reçoivent une première dose de vaccin puisqu'il en faut en fait 2. Selon les recommandations du médecin, ils doivent revenir recevoir leur seconde dose. Il faut noter à ce propos, Firmin, que selon l'OMS, beaucoup de parents ne ramènent pas leurs enfants pour recevoir la seconde dose. Oui, Mamadou, au niveau mondial, selon l'OMS, 85% des gens reçoivent la première dose, mais seulement 67% reçoivent effectivement la seconde dose. En tout cas, il revient aux parents de s'assurer qu'à 18 mois, l'enfant a reçu les 2 doses pour se protéger contre cette maladie qui n'a pas de traitement spécifique pour l'instant. En effet, la prise en charge jusqu'à ce jour consiste à traiter les complications qui peuvent être graves. Très graves même, car la maladie peut attaquer la peau, les yeux et même le cerveau. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Parlons maintenant de lutte contre le sida avec un projet dénommé Atlas, un projet qui vise à promouvoir l'autodépistage et qui se déroule actuellement en Afrique de l'Ouest. Atlas signifie en fait autotest libre d'accéder à la connaissance de son statut VIH. Le projet a été lancé en Côte d'Ivoire, au Mali et au Sénégal depuis le mois de juillet 2018 et se poursuivra jusqu'en 2021. Il vise à réduire les nouvelles infections et la mortalité liée au VIH en améliorant l'accès à l'autotest VIH. Financé par United, le programme permettra de distribuer 600 000 à 700 000 autotests dans les 3 pays. Recommandé par l'OMS, l'autotest VIH est une approche innovante pour améliorer le diagnostic des personnes vivantes avec le VIH. Il apporte la discrétion nécessaire à certaines personnes qui ne se dépistent pas par crainte de stigmatisation et de discrimination. Cependant, l'autotest n'a pas vocation à remplacer les stratégies de dépistage existantes, mais à les compléter pour parvenir à toucher plus de personnes. La distribution à grande échelle de ces autotests devrait démarrer en mars 2019, mais déjà on a quelques estimations sur l'acceptabilité de ce type de test. C'est effectivement le cas au Sénégal. Daouda Diouf, directeur exécutif d'Enda Santé, une ONG
impliqués dans le projet a donné quelques chiffres le 3 décembre dernier lors des journées scientifiques du sida organisées par le Conseil de lutte contre le sida au Sénégal. Depuis que nous l'avons commencé, nous avons un important résultat avec un taux d'acceptabilité de 93%. Plus de 1700 personnes ont été dépistées et 89% parmi eux sont favorables à ce qu'on distribue le test à leurs partenaires, a-t-il déclaré. Les autorités sénégalaises espèrent que les autotests contribueront à dépister au moins 90% des personnes vivantes avec le VIH-Sida d'ici 2020, selon l'objectif mondial fixé par l'ONU-Sida. Merci Firmin. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Comme annoncé au début de ce programme, cette semaine, nous parlons de la pneumonie. Il s'agit d'une maladie respiratoire provoquée par des virus, des bactéries ou des champignons. Une personne atteinte de pneumonie a ses poumons remplis de pus et de liquide en lieu et place d'air, ce qui rend sa respiration douloureuse et limite l'absorption d'oxygène. Pour en savoir davantage sur la maladie, notre correspondante Gabrielle Nina de Lubumbashi en RDC a rencontré le docteur Aubin Kassongo. Il est pédiatre au centre médical communautaire de Lubumbashi en RDC. Tout d'abord, il explique comment reconnaître les signes annonciateurs d'une pneumonie. Le premier signe d'une pneumonie reste surtout pour la mère, c'est d'abord la toux, un enfant qui tousse, un jeune enfant qui tousse et qui a des difficultés respiratoires, et aussi un enfant qui peut présenter des symptômes comme de la fièvre et aussi des vomissements. Quelles sont les causes de la pneumonie ? Les causes de la pneumonie sont multiples. Nous avons d'abord des causes qui sont des causes virales, des causes bactériennes et aussi d'autres causes mycosiques ou même aussi des causes toxiques. En fait, ce que je devrais dire, c'est que nous avons des pneumonies qui sont causées soit par des agents infectieux et d'autres pneumonies qui sont causées par des agents qui ne sont pas infectieux. Donc, dans les infectieux, je reconnais qu'il y a des pneumonies qui sont causées par des virus, d'autres par des bactéries ou d'autres qui peuvent être causées aussi par des agents, des champignons, des agents fongiques. Y a-t-il des facteurs ou des comportements dans nos familles et l'environnement du nouveau-né qui favorisent la pneumonie ? Des comportements qui favorisent la pneumonie, c'est une grande question. La gestion de l'environnement peut effectivement favoriser l'apparition de la pneumonie chez le jeune enfant. Donc c'est par là d'abord qu'on peut commencer, et aussi la gestion sanitaire. Donc si nous avons une mère ou des parents qui sont atteints d'une tuberculose ou de pneumonie, l'enfant peut être contaminé. C'est par ces voies-là essentiellement qu'on peut avoir une pneumonie chez l'enfant. Et par rapport aux facteurs, quels sont les facteurs qui favorisent la pneumonie chez l'enfant ? Alors les facteurs, tout dépend maintenant de quelle pneumonie on parle. Si nous parlons de pneumonie d'origine infectieuse, comme je vous l'ai dit, que ce soit infectieux ou non infectieux, l'environnement a un grand impact sur cette contagion par rapport à la pneumonie. Donc quand c'est infectieux, effectivement, un environnement qui n'est pas sain, un environnement qui est où il y a des patients qui sont aussi infectés, ou disons des membres de famille qui ont une pneumonie ou qui ont des maladies respiratoires, ils peuvent contaminer le jeune enfant. Le cas de la tuberculose, par exemple, s'il y a une notion de contagion parmi les autres membres de famille, ils peuvent facilement contaminer l'enfant de la même famille. Si nous sommes dans un environnement qui est aussi, ça c'est pour les pneumonies toxiques, si nous avons un environnement qui n'est pas sain dans le sens où vous avez par exemple des parents qui sont fumeurs, vous avez un environnement qui est clos avec de la poussière, des émanations de fumée, comme par exemple les fumées provenant des charbons de bois ou bien des fumées provenant de réchauffement par les braises dans une maison qui est fermée. Cet enfant qui prend ces fumées, qui inhale ces fumées, peut développer soit une pneumonie toxique ou même des pneumonies aussi bactériennes. Pourquoi les enfants sont les plus atteints par la pneumonie ?
Alors, dire que les enfants sont les plus atteints, je ne sais pas. En tant que pédiatre, c'est vrai que nous rencontrons beaucoup de cas de pneumonie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'enfant peut être sensible par rapport à ces deux événements-là, étant donné que, d'abord, du point de vue immunitaire, ce sont des enfants qui ont des difficultés à pouvoir se défendre contre les agents infectieux extérieurs. Et aussi, si nous rentrons dans l'essence même de l'enfant, l'enfant est un être humain, je peux dire réduit, mais c'est trop dire en fait, et qui a peut-être des capacités pulmonaires qui sont un peu immatures. Et de là, cet enfant qui non seulement a un problème du point de vue immunitaire et aussi une immaturité au niveau de sa morphologie, au niveau de son anatomie, peut facilement, en cas d'agression, en cas de pneumonie, en cas d'infection par un agent infectieux, excusez-moi la tautologie, peut développer justement cette infection respiratoire. Alors les complications viennent surtout du fait que rapidement cet enfant qui développe une pneumonie peut arriver à développer ce qu'on appelle une détresse respiratoire. Une détresse respiratoire, c'est un enfant qui n'a plus les capacités de bien respirer, c'est un enfant qui n'a plus les capacités d'assurer justement cette respiration normale qui peut le permettre de bien vivre. Alors, chez l'enfant, ça s'exprime un peu plus parce que cet enfant est anxieux, cet enfant est, est désabusé, et par rapport à l'adulte qui, lui, peut compenser, l'adulte qui, lui, peut arriver à réguler sa respiration seule. Justement, comment s'est transmise la pneumonie ? La pneumonie se transmet par plusieurs moyens. D'abord, comme je vous l'ai dit, ça peut être causé par l'environnement. Donc, si nous avons des émanations de fumée, fumée de cigarettes, fumée de feu de bois, fumée de feu de bois de chauffage ou bien de braise, par là, l'enfant peut être atteint de cette pneumonie qui peut... Enfin, les poumons peuvent être endommagés par cette voie-là. Si vous avez un membre de famille qui est atteint aussi d'une maladie infectieuse, par ce contact, l'enfant peut être contaminé aussi. Il y a aussi cette transmission aussi de proche en proche. La personne qui est contaminée par une maladie virale surtout, qui s'approche du bébé par des gouttelettes de fluide peut aussi lui transmettre la pneumonie. Donc, ce sont ces voies principales qui peuvent donner la pneumonie. Y a-t-il un lien entre la malformation d'un nouveau-né et la pneumonie, ou est-ce qu'un enfant né mal formé est exposé à la pneumonie ? Oui, les enfants qui sont mal formés peuvent effectivement contracter des pneumonies à la longue. Nous avons des malformations somatiques du type de la cage thoracique. C'est possible que ces enfants puissent aussi contracter des pneumonies, des malformations de la colonne vertébrale ou carrément des malformations cardiaques. Donc, ce sont ces enfants-là qui peuvent plus tard contracter des pneumonies. Y a-t-il un lien entre le VIH/SIDA et la pneumonie ? Alors, dire qu'il y a un lien entre les deux, ce serait trop dire, mais on reconnaît que les patients atteints de VIH/SIDA aussi peuvent présenter des pneumonies, surtout des pneumonies tuberculeuses. Donc, ce sont ces patients-là qui peuvent être atteints de tuberculose, étant donné que leur système immunitaire est déficitaire. Ce sont ces patients-là qui vraiment peuvent développer. Mais dire qu'il y a un lien entre les deux, très établi, je ne pourrais pas le dire dans ce sens-là. Comment s'y soigne la pneumonie ? Tout traitement d'une maladie dépend de l'identification de la cause d'abord. Donc ici, si nous avons affaire à une pneumonie d'origine bactérienne, d'origine infectieuse telle que je l'ai dit, il est évident qu'un agent anti-infectieux serait le bienvenu pour traiter cette pneumonie. Si c'est un agent toxique, évidemment, on va chercher à traiter les complications et voir dans quelle mesure on peut aider cet enfant qui a des problèmes respiratoires. Mais hormis le traitement de la cause, il y a aussi, comme je viens de le dire, le traitement des complications qui peuvent être une détresse respiratoire, une insuffisance respiratoire aussi. Nous devons accompagner cet enfant qui ne sait pas bien respirer. Nous devons l'aider à recouvrer une bonne santé, notamment par peut-être une oxygénothérapie si il n'arrive plus à bien faire son hématose. L'hématose, en fait, cet échange au niveau des alvéoles, échange
échanges gazeux, ou carrément ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être l'assister si vraiment le cas le requiert, procéder à une assistance respiratoire, donc aider cet enfant à pouvoir bien respirer et avec le traitement de la cause, espérer que cet enfant pourra guérir. Est-ce que la pneumonie peut amener un enfant à la mort ? Ici, dans nos contrées, il faut reconnaître que les maladies respiratoires sont la deuxième cause de mortalité, surtout chez l'enfant en bas âge. Donc, si une pneumonie est diagnostiquée en retard ou est mal diagnostiquée ou mal traitée, effectivement, c'est une pathologie qui peut emmener l'enfant à décéder. Comment éviter cette maladie ? On s'en réfère toujours aux principales causes, celles que je vous l'ai dit. Donc, si nous avons affaire à une pneumonie qui est d'origine environnementale, donc on se dit que c'est peut-être dû aux fumées de cigarettes ou bien de bois de chauffage ou bien de la poussière même d'ailleurs, on essaiera de mettre un enfant dans un environnement plutôt sain qui lui permettra de pouvoir bien respirer aussi et de ne pas être contaminé. Par rapport aux agents infectieux, les maladies virales sont difficilement évitables, mais on peut vacciner les enfants. Les enfants aussi ont droit à des vaccins qui peuvent leur éviter de contracter ces pathologies-là. En cas d'une pathologie bactérienne, là, il faut conscientiser surtout l'entourage, les parents, à pouvoir garder un environnement sain pour lui, à avoir une bonne santé eux-mêmes, donc de se faire dépister de manière à ne pas tomber malade et, par ricochet, ne pas contaminer l'enfant. Nous remercions le docteur Aubin Kassongo. Il est pédiatre au centre médical communautaire de Lubumbashi en RDC. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. La pneumonie est un problème majeur de santé publique. C'est la première cause infectieuse de mortalité chez l'enfant de moins de 5 ans. En 2015, selon l'OMS, plus de 900 000 enfants sont morts de cette maladie dans le monde. Pourquoi la prévalence de la pneumonie est-elle forte en Afrique? Que peuvent faire les autorités sanitaires pour lutter efficacement contre cette maladie? Voici les réponses à ces questions et à bien d'autres avec le docteur Jean-Fidèle Ilunga, responsable de la survie du nouveau-né et de l'enfant au ministère congolais de la Santé. Il est au micro de notre correspondante Béro Matanda. Est-ce que la pneumonie est-elle un problème de santé publique en République démocratique du Congo? Problème de santé publique, oui, un problème majeur de santé publique. Parce que dans notre pays, la pneumonie frappe chaque année environ 4 500 000 enfants âgés de moins de 5 ans. Et c'est une maladie qui tue plus que les autres. Si un enfant fait le paludisme, il a beaucoup plus de chances de survivre. Mais celui qui fait la pneumonie a très peu de chances de survivre. Donc c'est une maladie très meurtrière. C'est pour cela que nous devons y accorder une grande importance dans notre pays. Au niveau du gouvernement, actuellement, est-ce qu'il y a des initiatives pour combattre cette maladie? Oui, ici chez nous en RDC, la pneumonie est parmi les 3 maladies que nous appelons les maladies tueuses de l'enfant. Donc, et au niveau du ministère, ces 3 maladies qu'on appelle les maladies tueuses de l'enfant sont mises un peu en priorité pour qu'on puisse vraiment donner une solution à cela. La première initiative du gouvernement et du ministère, c'est le fait d'avoir mis en place un programme spécialisé pour organiser la lutte contre la pneumonie. Ça, c'est déjà une initiative institutionnelle. Ce que nous faisons généralement, c'est le renforcement des compétences de prestataires. Parce que si ceux qui doivent prendre en charge les enfants ne savent pas quoi faire exactement, il y a beaucoup de cas de décès. Et donc, nous faisons les formations pour remonter leurs compétences dans la capacité de prendre en charge correctement les enfants et même les adultes. La deuxième chose que nous faisons, c'est la promotion de mesures de prévention. La composante environnement est très très importante. La lutte contre la fumée, la lutte contre les poussières. Donc il y a tout le travail de sensibilisation qui s'est fait au niveau de la base, au niveau du terrain, dans les zones de santé, pour essayer d'éduquer la population, éduquer les communautés sur les mesures préventives. Mais il y a également les efforts du gouvernement et de tous nos partenaires au développement qui appuient le ministère de la Santé pour l'appui dans ce qu'il y a comme
matériel de prise en charge, le médicament dans les structures. Voilà un peu les axes dans lesquels nous travaillons. Qu'en est-il de coûts de traitement de la pneumonie? Au pays, vous savez qu'on a plusieurs types de structures. Nous avons les structures étatiques, nous avons les structures privées. On ne peut pas dire que la pneumonie coûte autant parce que ça doit dépendre du milieu et ça dépend également des tarifs qu'on applique par les secteurs. Mais là où on applique les tarifs forfaitaires, surtout en milieu rural, dans nos zones de santé, on applique les tarifs forfaitaires. Et donc, avec une moyenne de 4 à 5 $, un enfant est déjà pris en charge. Est-ce que le traitement et les vaccins sont disponibles? Les vaccins sont disponibles au niveau du pays parce que c'est principalement le vaccin anti-hémophilus influenzae. Oui, je veux dire accessible. Les vaccins et les traitements sont-ils accessibles? La disponibilité, oui, l'accessibilité également. Mais vous savez qu'il y a d'autres contraintes et d'autres facteurs. Il y a les facteurs culturels, il y a quelques barrières qui font que quelques enfants n'accèdent pas à la vaccination pour des raisons culturelles ou de croyances. Ça limite un peu. Mais il faut aussi avouer que la logistique qu'il faut pour le pays comme la RDC en termes de vaccination, c'est très lourd comme logistique. Donc il peut y avoir à des moments quelques difficultés logistiques qui peuvent limiter l'accessibilité à la vaccination. Est-ce qu'il existe des difficultés dans la mise en œuvre de la politique de lutte contre les infections respiratoires et spécifiquement de la pneumonie? Oui, il y a des difficultés. C'est que d'abord, la disponibilité des directives nationales reste encore faible au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des structures. Pourquoi? Parce que nous sommes au niveau central, ça veut dire élaborer les normes, les documents normatifs. Mais maintenant, pour que ces documents normatifs arrivent au niveau de toutes les structures qui sont au front, ça, il y a des difficultés. Donc, il y a un certain nombre, ou même un grand nombre de structures qui n'ont pas les directives correctes de prise en charge. La deuxième difficulté, c'est, comme vous venez de le dire, la disponibilité de médicaments. Il y a beaucoup de cas de rupture des stocks en médicaments au niveau des structures. Ce qui fait qu'un enfant arrive avec la pneumonie dans la structure, on est obligé de faire une prescription pour qu'il aille acheter lui-même le médicament. Et ça c'est des choses qui retardent la prise en charge, qui posent problème. L'autre problème, c'est que la pneumonie a besoin de matériel et des équipements pour une bonne prise en charge. Et très peu de matériel dans les structures limite la qualité de la prise en charge. Pour l'instant, voir que c'est là le plus gros problème pour nous, la disponibilité des équipements pour une bonne prise en charge au niveau des structures, les ruptures de stock en médicaments, ça c'est très fréquent, et également le fait que les directives nationales ne sont pas partout. Ça fait que le prestataire ou les infirmiers qui sont au niveau des structures, parfois ne savent pas exactement comment faire. Nous remercions le docteur Jean-Fidèle Ilunga. Il est le responsable de la survie du nouveau-né et de l'enfant au ministère congolais de la Santé. Il répondait aux questions de notre correspondante Béro Matanda. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le docteur Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le docteur Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, c'est en France. Docteur, comment expliquer qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui mettent au monde des enfants qui ont des malformations? Des enfants qui naissent au monde avec des malformations, on qualifie ces malformations de malformations congénitales. Et les causes des malformations congénitales sont multiples. Je vais ici énumérer notamment 3 causes. La première cause de ces malformations vont être des anomalies chromosomiques, à savoir qu'il y a une aberration au niveau de la structure du chromosome. La deuxième cause, qui représente à peu près un tiers des causes qu'on peut retrouver dans les malformations congénitales, ce sont des anomalies génétiques, à savoir qu'il y a une mutation dans les gènes des cellules lors de la constitution de l'enfant. Et la troisième cause, c'est ce qu'on appelle les embryopathies. Les embryopathies, en fait, c'est des maladies de l'embryon. Et là, c'est souvent là où nous retrouvons la majorité des causes qu'on peut éviter.
On a dans un premier temps l'exposition à des radiations ionisantes, à des rayons X. Cette exposition d'une femme enceinte à des rayons X peut être source effectivement de malformations congénitales. On a aussi des causes toxiques. Là, c'est par exemple la femme qui va par exemple prendre un médicament qui est connu comme étant tératogène, à savoir qui est connu comme pouvant provoquer des malformations. On a aussi l'alcoolisme. L'alcoolisme, une femme qui est enceinte et qui prend de l'alcool de façon abondante peut voir son bébé souffrir net avec un certain nombre de malformations congénitales. Et puis il y a un certain nombre d'infections aussi qui peuvent être des causes de ces malformations congénitales-là. La rubéole, cytomégalovirus, la toxoplasmose, qui est une maladie parasitaire, la rubéole. Donc ça, c'est des causes infectieuses qu'il faut vraiment éviter chez la femme enceinte. Une femme enceinte doit vraiment éviter d'attraper ces maladies-là, parce que c'est des maladies qui peuvent provoquer ces malformations chez le bébé à sa naissance. C'est pour ça que le conseil que je vais pouvoir donner à cet auditeur, c'est vraiment pour éviter ces malformations congénitales. Si on ne peut pas faire grand-chose concernant les anomalies chromosomiques ainsi que les anomalies génétiques, il faudrait surtout éviter d'être exposé à des facteurs environnementaux comme les rayons X, la prise de médicaments qui peuvent être délétères et l'exposition à certaines infections. Et voilà comment on peut éviter certaines malformations congénitales chez un enfant. Bonjour docteur, je m'appelle Eliane Perez Kasumba. Je vis à Beni, à l'est de la République démocratique du Congo. Comment faire pour servir son bébé du lait maternel après 6 mois si la femme continue à réclamer du lait maternel et refuse les aliments de substitution? Le sévrage d'un bébé du lait maternel doit être progressif et se faire en douceur sur une durée minimum de 15 jours. Ce sévrage en douceur et progressif permet au bébé de s'habituer progressivement à un autre goût que le goût du sein de sa maman et aussi à un autre goût alimentaire que celui du lait maternel. Pour ce faire, la maman doit dans un premier temps tirer le lait de son sein qu'elle va conserver dans un biberon. Ce lait conservé dans un biberon, elle va le proposer à son bébé lorsqu'il n'a pas faim et lorsqu'il est en forme. Et progressivement, lorsqu'il se sera habitué à prendre ce lait du biberon-là, elle va progressivement remplacer les tétés par le biberon contenant son lait maternel qui est proposé. Et au fur et à mesure que l'enfant va s'habituer, par exemple, au goût de la tétine, et va de moins en moins s'habituer au goût du sein de la maman, elle va de ce fait remplacer maintenant le lait contenu dans le biberon, le lait maternel qu'elle avait tiré, contenu dans le lait maternel, par des aliments de substitution. Ces aliments de substitution peuvent être chez un enfant, chez un bébé qui a 6 mois, à partir de 6 mois, ça peut être du lait infantile de premier âge, ça peut être du yaourt qu'elle va maintenant mettre dans le biberon ou le donner à l'enfant directement. Ça peut être des fruits, mais des fruits bien mûrs et qui seront mixés. Ça peut être une purée de légumes, ça peut être une purée de pommes de terre. Et il ne faut pas oublier que pendant ce sévrage-là, il faut bien hydrater l'enfant, à savoir qu'il faut lui donner à boire sans discontinuer autant qu'il en a besoin. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi regarder la version télé de ce programme qui sera diffusé sur voafrique.com et sur nos télévisions partenaires. Et c'est la fin de Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la pneumonie, une maladie respiratoire responsable de 15% des décès des enfants de moins de 5 ans dans le monde. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Aubin Kasongo. Il est médecin pédiatre au Centre médical communautaire de Lubumbashi en RDC. Il nous a donné quelques astuces pour réduire les risques de contamination. Nous avons aussi écouté le Dr Jean-Fidèle Ilunga, responsable de la survie du nouveau-né et de l'enfant au ministère congolais de la Santé. Il nous a expliqué pourquoi la pneumonie reste un problème de santé publique en Afrique et comment les autorités peuvent combattre la maladie. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Nous disons également merci à Firmin Koyaweda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Bero Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de Dan Crafton qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Munezero.
Et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.